bah, en fait, il y a une usurpation du titre docteur, carrément. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas de réel doctorat. C'est un titre de courtoisie, que la virologie est une pseudoscience, que ça ne tient pas la route, que le raisonnement des virologues ne tient pas la route, que les fondations ne sont pas scientifiques. La médecine moderne a tous les attributs du charlatanisme. Docteur, quand même, hein, c'est un titre qui impressionne beaucoup de gens et qui a un titre, qui a une blouse blanche. On est dans une expérience de 1000 grammes, en fait, hein, quand on va chez le médecin. On s'en rend pas compte. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Mercier. Bonjour Jérémy. Salut Kate, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes expert en santé, normalien en chimie et docteur en recherche environnementale de formation. Ça, c'est votre formation. Vous venez nous présenter aujourd'hui votre dernier livre qui s'intitule « Quand les masques tombent, je ne crois plus aux vérités officielles et je vais bien ». Ouais. Alors, ce livre retrace votre parcours en détail avec des expériences personnelles. Alors moi, j'ai été très surprise parce que je m'attendais pas en regardant la couverture. Je me suis dit, ce livre va parler beaucoup, effectivement, on voit un masque, va beaucoup parler du Covid et finalement, non. Il parle beaucoup de votre vie, de votre parcours. Pourquoi vous avez fait ce choix, finalement, de vous livrer? Parce que... Ok. En fait, j'ai l'impression que j'avais beaucoup de choses à dire, mais je voulais aussi montrer qu'il y avait un cheminement derrière ce qui m'a amené à réagir comme je l'ai fait pendant la période Covid. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont vu apparaître comme ça et ils pensaient c'est qui ce petit gars qui se ramène là, qui dit des trucs sur Covid, il sort d'où, enfin bref. Et en fait, j'explique que c'est tout un cheminement, c'est très réfléchi. Je suis pas un huluberlu qui qui a vu la lumière, enfin pas du tout. Il y a tout un parcours scientifique de formation avec des expériences multiples dont on parlera peut-être un peu après, et qui m'a amené, dès le début de Covid, dès le mois de février-mars, à me dire, là, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Et donc, dès le début, à dire, non, faut pas tomber dans le piège, etc. Et ça, c'est pas lié au hasard. C'est parce qu'il y a une histoire derrière, et il y a des compréhensions initiales, notamment sur la santé, mais pas que, qui m'ont permis de voir dès le début qu'il s'agissait d'une gigantesque arnaque. Alors, n'empêche que c'est un exercice assez difficile de se livrer parce que vous donnez quand même des détails sur votre vie. Ouais. Alors, effectivement, il y a ce cheminement qui est très important et c'est ça, c'est un peu tout le fil d'Ariane de votre livre, ce cheminement qui fait que pendant la crise Covid, vous remarquez tout de suite la supercherie. Alors, moi, j'ai détecté en fait un aspect spirituel d'abord. Oui. Ouais. Dans ce livre, et vous le dites, avec des phénomènes paranormaux, des paralysies du sommeil. En tout cas, c'est ce que vous disent les médecins, mais finalement, vous expérimentez les sorties hors du corps. Mmh. Alors, Une fois en tout cas. une fois en tout cas. Alors ça, c'était très intéressant. Pourquoi raconter ces expériences-là? En fait, je me suis dit, comme mon cheminement m'a amené forcément à parler de choses personnelles, je me suis dit: «Où est-ce que je mets la limite?» Et je me suis dit: «Bon allez, j'y vais. Tant qu'à faire, je vais peut-être pas jusqu'au bout, voilà, mais n'empêche que je dis des choses effectivement que j'ai pas forcément racontées ailleurs et qui ont été des événements, je pense fondateurs dans ma personnalité parce que c'est des expériences fortes, qui m'ont marqué, dont je me souviens encore très bien aujourd'hui, parfois pour certaines expériences, ça fait plus de 30 ans, mais je m'en souviens encore très, très bien et ça m'a marqué et c'est ce qui m'a amené aussi à être, curieux de tout, sceptique, mais, ouvert aussi. Donc, et aujourd'hui encore, j'essaye d'exercer au maximum ce discernement de savoir ce qui est juste et ce qui l'est pas, ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Et c'est un exercice extrêmement difficile, mais c'est ce qui m'anime parce que je sais que l'univers est extrêmement complexe. Il y a des choses qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas, et c'est normal et c'est même sain de douter. Et qu'est-ce qu'on fait de ça après, pour comprendre la réalité en tout cas. Et comment justement vous avez géré à la fois ces phénomènes un peu paranormaux et cette expérience, en tout cas ce profil scientifique que vous avez. On va le voir, on va raconter un peu votre parcours qui vous a aidé à voir clair, si j'ai envie de dire. Comment vous avez fait pour conjuguer en fait cet aspect spirituel et cette base scientifique qui vont En pas fait, de pair d'ailleurs. oui,
En fait, c'est pas opposé, au contraire. Je dirais que bah, je parle au début de ces expériences spirituelles ou paranormales que j'ai vers l'âge de 10-12 ans, disons, et qui m'ont beaucoup marqué, mais qui m'ont aussi donné envie de mieux comprendre ce qui m'entourait. Et mieux comprendre, bah, c'est la démarche scientifique. Enfin, ça consiste à observer le réel, le théoriser et puis émettre des hypothèses et les vérifier et valider et construire comme ça sa compréhension du monde. Donc c'est tout à fait concordant. Il n'y a pas du tout de contradiction, je veux dire. Et, euh, et c'est cet esprit-là que j'ai utilisé, que j'utilise le plus possible pour comprendre la vie, le monde, l'univers, enfin plein de choses encore aujourd'hui. Donc ça va parfaitement de pair pour moi. Il n'y a pas de contradiction. Alors il y a aussi l'aspect professionnel et notamment bah, vos études scientifiques, vos nombreux voyages aussi qui vont constituer une ouverture d'esprit. Alors vous faites votre entrée à l'école normale de Lyon, vous allez après poursuivre vos études au Canada. Vous allez nous raconter, là je le dis rapidement, hein, un stage en Finlande aussi, une expérience aux Nations Unies de Beyrouth, à l'UNESCO Paris. Tout ça va vous ouvrir en fait un champ des possibles, mais aussi une réalité, vous êtes confronté à la réalité de ces institutions pour C'est ça. certaines et vous voyez en fait les dessous des rouages. Mais en fait, ça fait encore partie de cette même démarche d'expérimentation. C'est-à-dire que on me présente une image ou une théorie, et moi, je vais la tester dans le concret. Je vais faire ma propre expérience en passant par mon cheminement et ma vie. Et donc, bah, on me parle des Nations Unies, ça me paraît incroyable, un outil pour faire prospérer les nations, la paix, etc. Bah, je vais voir à quoi ça ressemble. Donc, je fais un stage aux Nations Unies. Je veux comprendre ce qui m'entoure, l'univers, etc. Donc, je m'intéresse à la chimie. J'en fais mes études à l'École normale supérieure de Lyon, et puis je continue après donc au Canada, un stage en chimie en Finlande, etc. Et donc, ça m'amène à rentrer dans le vif du sujet et à tester et à expérimenter la matière de cette façon-là aussi. Donc, c'est comme ça que moi, en tout cas, je comprends les choses, c'est par l'expérimentation. Et effectivement, ben, j'ai des désillusions par rapport au monde universitaire où je me rends compte que bah, finalement, il y a peut-être pas tant que ça une ouverture d'esprit, ni même une démarche scientifique, y compris dans les endroits qui se réclament comme étant scientifiques. Et puis, dans le cadre des grandes institutions internationales comme les Nations Unies, bah, j'y vois à l'intérieur bah, des fonctionnements qui sont décevants, et puis je vois des rouages qui m'interpellent, et, euh, et je prends conscience bah, du fait qu'il y a certainement une corruption ou bien au moins un dévoiement d'une institution qui est censée favoriser l'harmonie entre les peuples et qui, quelque part, peut-être joue le jeu de grandes organisations, de grandes entreprises, je veux dire plutôt, et qui est là pour défendre un modèle économique plus que réellement une existence paisible de l'humanité, quoi. Voilà. Et c'est Donc ce oui, qui donc vous a réussi à l'UNESCO aussi à Paris quand vous ouais, bah, racontez. c'est-à-dire que ce que j'ai vu au Liban, à Beyrouth, je me suis dit peut-être que c'est lié aux circonstances locales, parce que bon, il y a, ce que j'ai compris quand j'étais à Beyrouth aux Nations Unies, donc à l'ESCOA, à la Economic and Social Commission for Western Asia, donc c'est la branche des Nations Unies pour le Moyen-Orient, et donc c'était très infiltré, on va dire, par les Égyptiens, puisque la secrétaire générale ou la sous-secrétaire, je crois qu'on dit ça comme ça plutôt, la sous-secrétaire des Nations Unies qui était à la tête de cette branche des Nations Unies pour le Moyen-Orient était égyptienne. Et donc, il y avait tout un réseau égyptien qui avait les postes importants. Et je m'étais dit que c'est peut-être à cause de cette corruption locale qu'on a ces dysfonctionnements ou les choses qui m'apparaissaient comme étant pas tout à fait justes. Et c'est ce que j'ai voulu vérifier en allant faire un autre stage, cette fois à l'UNESCO à Paris. À Paris, bah, c'est la France, donc je connais la France. Donc là, bon, c'est une institution internationale, donc évidemment, c'est pas la France, c'est autre chose. Mais j'ai vu les mêmes dysfonctionnements, peut-être même pire. Donc je me suis dit, en fait, c'est constitutif de cette organisation. C'est pas une erreur, hein, ce que j'ai vu à Beyrouth. Même s'il y a des choses qui fonctionnent bien aussi, et puis il y a des gens adorables. Hein, ça, je peux pas mettre ça de côté. J'ai noué des super relations et j'ai eu une expérience extraordinaire à Beyrouth. Mais il n'empêche que j'ai vu ces dysfonctionnements et j'ai vu les mêmes, voire pire, à l'UNESCO à Paris. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas aux Nations Unies. Est-ce que Très ça clair. remet en question votre avenir professionnel en tout cas et peut-être même le choix de vos études? Alors, le choix de mes études, je dirais pas vraiment parce que je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait et d'avoir été assez loin en chimie. Bon, après un moment, j'ai bifurqué parce que ça faisait trop. Et j'adorais la chimie quand j'avais 18-20 ans et puis
bah, à un moment, je me suis un peu épuisé. J'en ai fait trop, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé un peu à bifurquer. Mais ça m'a permis d'orienter donc mes choix d'orientation académique. Mais après, effectivement, mes expériences, à la fois mes stages dans les grandes institutions internationales, puis mes expériences en tant que doctorant à Imperial College, là, ça a façonné ma vision de ma carrière professionnelle future. Et c'est là que j'ai décidé, par exemple, de ne pas travailler dans ce genre d'institutions, d'une part, les organisations internationales, et ne pas non plus faire de la recherche académique, puisque j'ai vu les limites, la corruption, encore une fois, le manque d'ouverture, enfin plein de choses qui m'ont pas plu et qui m'ont fait comprendre que bah, finalement, il fallait que je fasse autre chose. Et c'est comme ça que j'ai après créé mon activité indépendante qui me plaît beaucoup plus, qui me donne une grande liberté. Et ça me convient. Alors, à quel moment justement vous engagez dans ce parcours santé? Qu'est-ce qui fait que vous avez le déclic? Qu'est-ce qui fait que vous avez une espèce de prise de conscience finalement? Alors, la première prise de conscience par rapport à la santé date de 2006, un moment où je découvre, en allant chez un praticien, on va dire naturopathe énergéticien, c'est comme ça que ça m'avait été présenté par ma femme qui était ma copine à l'époque, donc Flora, et elle avait eu un rendez-vous chez ce gars, et quand elle m'a raconté qu'elle avait été diagnostiquée comme étant intolérante aux produits laitiers de vache, pour moi c'était impossible, parce que le lait, les produits laitiers, ce sont nos amis pour la vie. Enfin, c'était très très clair en moi, c'était complètement gravé comme ça. Et donc, j'ai eu ma démarche a consisté à aller voir moi-même ce praticien pour en gros voir, comprendre par moi-même que c'est purement du charlatanisme. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que quelque part, j'ai été convaincu par son approche dans le sens où bah, il m'a fait des tests kinésiologiques, il a passé des pastilles avec les informations ou bien le nom ou voir comment dire, des échantillons de différents aliments ou catégories alimentaires sur mon corps et il mesurait ce qu'il appelait mon pouls chinois. Alors bon, ça, je ne l'ai pas mesuré moi-même, mais en tout cas, il m'a fait faire des tests musculaires et j'ai bien ressenti que mon muscle résistait plus ou moins selon que j'avais telle ou telle pastille dans ma main. Donc là, c'est un ressenti vraiment immédiat qui m'a vraiment bluffé. Et après, il m'a proposé de faire l'expérience parce que moi-même, il m'a diagnostiqué une intolérance aux produits laitiers de vache. Donc j'ai testé l'éviction des produits laitiers de vache pendant quelques semaines et j'ai vu des changements considérables sur mon niveau de forme, sur mon poids aussi, sans rien changer d'autre. Donc c'était quand même vraiment très convaincant. Donc à partir de ce moment-là, finalement, vous comprenez que l'alimentation fait partie intégrante de notre santé. Elle est en Exactement. quelque sorte responsable de notre santé, de En tout notre. cas, c'est un pilier fondamental, très clairement. Ça, je le comprends à ce moment-là. Et pendant ma thèse, je vais plus loin puisque là, je m'intéresse à. Donc, ma thèse était en recherche environnementale, alors sur quelque chose qu'on appelait les biocarburants et que je préfère appeler les agrocarburants pour éviter toute confusion avec du bio parce que ça n'a rien à voir avec de l'agriculture biologique. Et donc, pendant ma thèse, là, je comprends l'impact de l'élevage, donc la production d'aliments animaux sur l'environnement et ça me choque et c'est là que je décide de devenir végétarien. Et ce changement-là m'a amené à pousser ma réflexion et mes recherches sur l'alimentation, sur la nutrition et sur le lien entre l'alimentation et la santé. Et donc, à ce moment-là, j'avais pas encore l'idée que mon métier serait en rapport avec la santé, mais ça m'intéressait tellement, je lisais tellement de choses, je passais tellement de temps là-dessus que, à un moment, c'est devenu une évidence quasiment. Donc, à la fin de ma thèse, en recherche environnementale, bah, j'avais le choix soit de faire autre chose en lien avec la santé, soit de entre guillemets, valider ma thèse en faisant une activité, ce que j'ai fait finalement, mais pas pendant très longtemps, de 9 mois d'ingénieur-chercheur. Et après, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Donc j'ai fait ingénieur-chercheur dans la lignée de ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et après, j'ai dit stop, je veux passer à quelque chose qui m'intéresse vraiment, pour lequel je vois des résultats et que je maîtrise bien. Et c'était donc le lien entre l'alimentation et la santé, on va dire, naturelle de manière générale. Alors, vous devenez végétarien. Quel regard porte votre famille sur ce changement finalement, sur ce changement? Alors, je comprends que Flora aussi, de toute façon vous le racontez, mais bon, on va pas C'est tout ça. dire. Votre famille plus largement, parce que vous parlez de vos parents, vous parlez aussi de vos Ouais, beaux-parents dans ce livre aussi. ouais, ouais. Alors, Mm. végétarien, ça a été relativement facilement accepté. Ça a juste mis en colère ma sœur
J'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi, et elle pensait que je faisais ça pour faire mon intéressant, alors que c'était un choix personnel qui ne l'engageait pas elle du tout. Mais ça l'a beaucoup énervé. Mais ce qui est rigolo, c'est que 6 mois après, elle-même est devenue végétarienne, sans que je lui en parle du tout, hein, et militante, ce que moi je n'étais pas. Donc c'était assez rigolo ce changement, mais ça a été assez facilement accepté. Donc c'était en 2008, hein, c'est ça, voilà. Et par contre, c'est quand j'ai fait une expérience là végétalienne qui a duré 2 ans, où là, ça a été un peu plus difficilement accepté parce que c'était plus contraignant. Et même pour moi, c'était plus contraignant et pas tout à fait juste. C'est pour ça que je suis revenu plus tard et je suis toujours végétarien. Donc, on est en 2025, donc ça fait 17 ou 18 ans, quoi. Et Donc, c'est quoi des la années. différence entre végétarien et végétalien? Alors, végétarien, ça veut dire que c'est une personne qui mange pas de viande ni de poisson, ni d'êtres vivants, enfin de trucs qui bougent, on va dire. Donc la limite, elle peut bouger selon les personnes, mais en général, un végétarien ne mange pas de viande, ni de poisson, ni de fruits de mer, hein, les moules, les crevettes, tout ça. Tandis qu'un végétalien va pas manger du tout de produits animaux. Donc là aussi, ça peut être un peu mobile selon les personnes, mais ça veut dire en général qu'ils vont pas manger de produits laitiers, ni d'œufs, ni même parfois de miel. Voilà. Donc après, bon, il y a des gens qui vont faire des aménagements, disons. Et moi, j'ai testé donc de pas manger du tout de produits issus du règne animal pendant 2 ans, entre 2011 et 2013, quelque chose comme ça. Et j'ai senti que c'était peut-être un peu trop contraignant pour moi, que j'avais besoin de plus de flexibilité. Et donc, je suis revenu à un végétarisme, donc juste pas de viande, pas de poisson, que j'ai donc depuis 2008 de toute façon, et ça a l'air de plutôt bien se passer, hein. J'ai 43 ans, je suis toujours en vie, en forme, etc. Enfin bref, donc voilà, j'expérimente sûrement en tout cas, toujours. Bon, en tout cas, ce parcours santé vous a amené aussi à faire des stages, des lectures, mais aussi des rencontres. Et vous parlez dans ce livre de Tal Chaleur. Alors, c'est Oui, quand même un personnage assez ah oui, controversé. bien sûr, bien sûr. Pourquoi avoir... c'est quand même une prise de risque là. Et puis vous l'avez rencontré, vous avez participé aussi à un de ses stages. Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, ça, c'était en 2012. Alors déjà, je l'ai entre guillemets rencontré via Internet d'abord. Enfin, d'abord même par un livre que j'ai acheté de lui en 2010 ou 2011 à Lyon. Et quand je suis tombé sur le livre qui s'appelait La viande et le lait, des aliments qui vous tuent et qui détruisent la planète, je me suis dit, waouh, c'est bien costaud quoi comme titre. Et ça me parle. Et j'étais dans cette démarche-là et dans cette compréhension. Et donc, j'ai lu le livre, je l'ai trouvé intéressant, bien écrit. Et je l'ai contacté et on a commencé par avoir une relation épistolaire, hein. Donc on communiquait par mail. Et puis un jour, il a fait une conférence à Besançon. Et il se trouve que j'étais dans les coins de Besançon à ce moment-là, donc je suis allé voir en conférence. Et donc j'ai bien aimé à la fois sa conférence puis la rencontre en vrai qu'il y a eu après. J'ai envoyé ma femme, donc Flora, faire le cobaye, et donc elle a fait un stage avec lui qu'elle a beaucoup apprécié. Et donc j'ai décidé moi aussi de faire un stage et de me former carrément avec lui. Et donc on peut dire que oui, c'est une personnalité controversée parce qu'il a des prises de position qui sortent du cadre habituel, notamment de la part d'un médecin, très clairement. En même temps, il fait partie des rares personnes qui a une vision vraiment très large de la santé, donc ce qu'on appelle une vision holistique, du grec holos qui veut dire le tout, et que je trouve extrêmement pertinente. Donc il dit des choses sur la santé qu'il est quasiment le seul à dire, sur l'alimentation et sur les émotions, et moi je trouve ça vraiment remarquable. Il y a des choses, des domaines sur lesquels il va s'exprimer, pour lesquels je vais pas forcément être d'accord, mais sur le gros de son message, vraiment je trouve que c'est remarquable, très pertinent, très intelligent et avec des très bons résultats sur la santé. Donc après, j'ai envie de dire, c'est comme partout. Il y a des choses à apprendre et des choses à laisser. Et je fais aussi mon tri partout où j'apprends des choses. Mais j'ai beaucoup appris avec Tal Chaleur. Alors la vision holistique justement de la santé, ça c'est quelque chose qui est très important pour vous. Mais là, dans le cas, par exemple, de Tal Chaleur, la vision holistique, en France en tout cas, pour les autorités, on va dire, c'est aussi, ça relève du charlatanisme. On est Oui, d'accord. oui. En fait, je le comprends de plus en plus, ayant beaucoup recherché les origines de ce qu'on appelle la médecine moderne. Et la médecine moderne a tous les attributs du charlatanisme. Enfin, c'est vraiment,
la construction est mafieuse. Il y a vraiment, il y a une approche qui est non scientifique de la médecine conventionnelle. Alors sur certains aspects, elle est très performante, elle est très bonne, notamment tout ce qui est traumatisme suite à, enfin, traiter quelqu'un qui a eu des accidents pas possibles, de la route ou autre, et le réparer. Donc la chirurgie moderne fait ça très très bien et c'est remarquable. Mais sur tout le problème des affections chroniques, là, on a vraiment une approche complètement charlatanesque avec des molécules toxiques brevetées très chères, qui rapportent gros à une industrie de la maladie, je l'appelle comme ça, et qui n'ont pas de résultats vraiment pertinents sur la santé, qui l'enferment dans un schéma médical à vie. Donc c'est vraiment la personne devient une vache à lait complètement, alors qu'il y a des solutions qui marchent très bien, plus naturelles entre guillemets, et qu'on peut déterminer grâce à une démarche holistique de santé. Et donc que l'industrie de la maladie discrédite les autres approches pour que seule celle officielle, basée sur le médicament, la chirurgie ou la radiothérapie soit reconnue, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et on est encore dedans, on est vraiment dans cette approche charlatanesque de la santé aujourd'hui, mais qui a, comment dire, des apparences scientifiques, mais en fait, c'est pseudo-scientifique complètement. Parce Et qu'en d'ailleurs, réalité, j'insiste dessus, un médecin n'est pas du tout un scientifique, il n'est pas formé à la démarche scientifique, et pire que ça, un médecin normal n'est pas capable de se rendre compte qu'il n'est pas scientifique. Ça craint. alors pourquoi vous dites ça? Creusez un peu pourquoi vous dites ça, parce que là, ça va faire bondir quand même tous les médecins Bien sûr. qui peuvent nous regarder. Alors, il y a toujours des exceptions, et bien sûr, il y a des médecins qui sont excellents. En général, c'est des gens qui se renseignent ailleurs et qui sont sortis de leur formatage de la On en faculté. a beaucoup en ce moment qui sont radiés du Conseil de Bien l'ordre ou sûr. qui sont poursuivis par le Conseil de l'ordre des médecins. Là, on en a. J'ai envie de dire, en général, ceux qui se font radier, ceux qui sont poursuivis, c'est les meilleurs. Donc ceux-là, ils gênent le système parce qu'ils ont une approche critique, parce qu'ils se posent des questions, parce qu'ils essaient d'avoir une démarche scientifique. Donc ça gêne énormément des conseils de l'ordre qui est là, non pas pour défendre la santé des individus, mais qui est là pour défendre un système et l'industrie de la maladie qui est derrière. Donc c'est une industrie, c'est des milliards et des milliards d'euros et de dollars. Enfin, ce sont des gens qui ont une puissance phénoménale. Et pour asseoir leur puissance, ils ont besoin de pions, que sont les médecins, que sont les conseils de l'ordre des médecins. Et ces pions-là, la plupart du temps, l'écrasante majorité du temps, ce ne sont pas des gens qui sont conscients d'être des pions. Autrement, ils ne feraient pas ça. Ils ne sont même pas conscients de ça. Simplement, le formatage est tellement fort en fac de médecine que, eh bien, ils vont exercer, ils vont suivre des protocoles qu'ils vont. On leur a dit que c'était basé sur la science, mais comme eux n'ont pas les capacités de se rendre compte que ce n'est pas scientifique, ils vont juste faire confiance. Et donc, ils vont appliquer des choses qui vont pas dans l'intérêt du patient, qui vont pas dans le sens de la guérison, mais parce qu'ils n'ont pas les outils ou les capacités de se rendre compte que ce qu'ils font n'est pas bon. Et ils restent dans un mensonge qui est très confortable pour eux, mais qui est très dommageable à la santé humaine. Il y a aussi un autre problème avec la médecine conventionnelle comparée à la médecine holistique, c'est que les médecins ne vont pas prendre la source du problème. Ils vont juste, C'est ça. quand on vous prescrit des médicaments, c'est pour soi-disant vous guérir d'un mal, mais on va pas aller chercher la source du problème. Alors que vous, par exemple, vous allez vous attarder sur les émotions, sur d'autres aspects qui peuvent nous créer des maladies en réalité. Et ça, il y a des gens qui nous expliquent ça depuis des décennies et des décennies tout de même. Oui, oui. Et parmi les sources de problèmes, il y a l'alimentation. Si on tolère mal certains aliments, si notre alimentation n'est pas adaptée à notre physiologie, ce qui arrive souvent, enfin, parce qu'on n'est pas formé au lien entre l'alimentation et la santé, nous, en tant qu'individus lambda, mais le médecin non plus. Il n'a pas conscience qu'il y a un lien entre l'alimentation et la santé, ou vaguement, genre, si on mange trop, ou des trucs un peu bidons comme trop gras, trop sucré, trop salé, quoi, c'est tout. Mais à part ça, il y connaît quasiment rien. Enfin, c'est vraiment, ils ont une ignorance crasse sur la question et ils ne savent pas qu'ils sont ignorants. C'est ça qui est pire. Donc ils font pas le lien. Donc ils vont recevoir des gens qui ont diverses problématiques et ils vont effectivement, dans leur approche conventionnelle, traiter les symptômes, mais pas la cause des symptômes. Et donc, le symptôme pourra éventuellement migrer on n'attaque pas la cause, donc la cause va s'exprimer d'une autre façon ailleurs. Et moi je trouve ça charlatanesque comme approche. C'est pas une approche scientifique.
quand quelque chose ne marche pas ou va créer d'autres problèmes, normalement, on devrait revoir la théorie, on devrait revoir le modèle et appliquer des choses qui sont plus pertinentes. Mais c'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'être humain a ce pouvoir de guérison en lui? Bah, en fait, c'est pas que je le pense, c'est que c'est une observation concrète. Bah, c'est même une phrase, je crois que c'est Ambroise Paré qui avait dit ça au XVIIe siècle, donc un grand chirurgien français. Il disait, en gros, j'opère, ou je sais plus ce que c'est exactement la citation, mais c'est le chirurgien opère, Dieu guérit. C'est comme ça qu'il disait à l'époque. Mais quand un chirurgien fait une intervention, il fait l'intervention, mais après, c'est le corps qui guérit tout. C'est pas le chirurgien qui guérit la personne. Mais de la même manière, quand on est malade de quoi que ce soit, c'est bien nous qui nous guérissons. Donc notre corps guérit en permanence des choses. Et les médicaments parfois peuvent aider, on va dire vaguement à la guérison. Je parle des médicaments chimiques classiques ou d'autres approches naturelles, mais dans tous les cas, c'est le corps qui fait le travail. Et l'approche, on va dire holistique de la santé, va consister à apporter au corps ce dont il a besoin ou retirer ce qui pose problème pour que le corps ait la vitalité nécessaire pour ramener la guérison. C'est ce Ouais, qui se passe tout le temps. je vous dis ça parce que alors j'ai pas fini le documentaire, c'est un documentaire américain qui parle justement de la guérison et il y a le témoignage de Joe Dispenza. Alors je suis sûre que beaucoup le connaissent, qui raconte donc son histoire personnelle et je l'avais jamais entendu cette histoire, qui a eu un grave accident de vélo. En fait, il faisait une course de vélo et il est à 50 ou 55 km/h, je crois, et il tombe en fait, il fait une grave chute. Et donc il a toute sa colonne vertébrale, en fait, les vertèbres qui vont pas. Il est en fauteuil roulant. Là, il doit faire une opération. En fait, on doit lui replacer chaque vertèbre, sinon il pourra plus remarcher. Le médecin lui dit vous ne pourrez plus remarcher, et il prend la décision de ne pas faire cette opération. Il dit je vais pas la faire. Je vais tester quelque chose. Je la fais pas. Et pendant 6 mois, il dit quotidiennement, je me concentre pendant 2 heures pour c'est hallucinant. Moi, pour guérir, en fait, chacune des vertèbres. Donc, ça va lui prendre 6 mois, 6 vertèbres, et il va visualiser, il explique qu'il se met en état méditatif et qu'il va visualiser comment il va régénérer, en fait, ces vertèbres une à une, toutes ces cellules. Et au final, pour ceux qui connaissent Joe Dispenza, il est sur ses 2 jambes, quoi, en fait. Et il a réussi à éviter cette opération et à remarcher au bout de 6 mois. Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, waouh, si c'est réellement vrai, quel pouvoir nous, en tant qu'être humain, on a. C'est fou. Oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça de personnes qui guérissent, y compris de traumatismes graves, par des états méditatifs, par la puissance de la volonté. Et il y a plein d'approches comme ça, effectivement, intellectuelles, mais un intellect ouvert, qui vont permettre ou promouvoir la guérison. Oui, oui, je sais pas si tout le monde en est capable, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible, très certainement. Est-ce que vous pensez que entre la prise de conscience aux États-Unis, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà un moment qu'ils sont quand même un peu en avance sur ces techniques-là, en tout cas d'auto-guérison, de spiritualité aussi, et par rapport à la France, il y a vraiment un écart. Si je vous pose la question, c'est aussi pour une chose, parce que vous aussi, vous avez subi les foudres de la Miviludes. Vous le racontez Oui, dans oui. votre livre. Donc, est-ce que vous pensez que vraiment, nous, on est encore très en retard sur ça, Je sais pas si on sur peut ces dire vraiment questions? ça parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font des choses très alternatives aussi. Je mets alternative avec plein de guillemets parce que ces choses alternatives-là étaient courantes avant. Elles étaient peut-être cachées aussi plus ou moins, mais en tout cas, j'ai envie de dire, dans les campagnes, on trouve facilement des magnétiseurs, des barres de Les feu, rebouteux. des Mhm. rebouteux. Enfin, c'est quelque chose qui est courant. Même en ville d'ailleurs, on en trouve. Hein. Enfin voilà, si on recherche un petit peu, on trouve. Alors après, il y a tout. Hein. Il y a toujours du tri à faire évidemment, mais c'est pas non plus complètement caché. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des personnalités comme Joe Dispenza et d'autres qui peut-être aident plus facilement à en parler, mais la société américaine, j'ai envie de dire, elle reste malgré tout très centrée sur le médicament, des dépenses de santé gigantesques aussi. Et d'ailleurs, peut-être que c'est ce qui permet aussi l'émergence de certaines de ces voies quand même aux États-Unis, c'est que les soins coûtent tellement cher aux États-Unis là qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix en fait. C'est-à-dire que ils peuvent pas dépenser 200 000 $ pour un traitement, donc ils vont se tourner vers ce genre de choses et parfois avec de très bons résultats.
pas tout le monde, mais parfois ça peut donner de très bons résultats. Donc, dans ce cas-là, ça a été payant de faire ça. Mais on trouve ça aussi en Europe et en France, hein. Par contre, c'est combattu, évidemment, évidemment. Alors, je parlais tout à l'heure de la Mivilude, parce que quand vous avez commencé en tant qu'éducateur santé, alors vous prodiguiez en fait c'est des nettoyages de l'intestin, c'est ça? Voilà, ça s'appelle l'irrigation du côlon. Effectivement, ça nécessite un appareil, on fait rentrer une canule au niveau du rectum et ça fait rentrer de l'eau à température corporelle et le praticien va effectuer un massage pour faire rentrer l'eau, décoller ce qu'il y a à décoller, etc. Et après, tout est évacué par la machine. Enfin je me suis formé pour ça. Et c'est une pratique qui était dans le viseur des autorités et notamment de la Mivilude, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui existe toujours. Et en fait, il ne s'agit pas réellement de lutte contre les dérives sectaires, mais il s'agit de combattre ce qui gêne notamment l'industrie de la maladie et les grosses entreprises qui sont derrière. Et donc, des pratiques de santé qui sont efficaces et qui rapportent pas à l'industrie de la maladie, ils supportent pas ça. Et à ce moment-là, c'était vraiment l'irrigation du côlon. Donc, je me suis fait convoquer au commissariat de Nantes pour m'expliquer sur une enquête sur moi concernant une éventuelle pratique illégale de la médecine et du métier d'infirmier. Bon, j'ai pu assez facilement balayer ça, mais n'empêche que c'est de l'intimidation tout simplement, hein. Et ils espèrent comme ça faire craquer des gens et ça peut marcher. Parfois, il y a des gens qui ferment leur cabinet parce qu'ils ont été intimidés lors d'un interrogatoire parce qu'ils sont pas sympas, hein. Les policiers, ils sont là pour appliquer, hein. Ils sont pas là pour la justice, hein. Ils sont là pour suivre les ordres et ils le font très bien. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et donc, en tout cas, ceux que j'ai vus. Et donc, ils convoquent, ils posent des questions d'une façon extrêmement agressive verbalement, intimidante. Bon, moi, je me suis pas laissé démonter, mais bon, à ce moment-là, ça faisait déjà 2 mois que j'avais décidé d'arrêter cette activité pour aller entièrement sur Internet. Donc, bon, de toute façon, c'était la fin de mon activité. Bon, j'ai pas été embêté après, finalement, sur cette affaire. Mais oui, c'est une pratique courante des autorités d'intimider ceux qui dérangent. Ça, c'est clair. Et puis, on vous a également reproché d'utiliser le titre de docteur. Et d'ailleurs, vous en faites une parenthèse dans ce livre-là. Donc, vous expliquez en réalité, docteur, c'est parce qu'on a eu son doctorat. Donc, tous les doctorants mériterait de s'intituler docteur. Sauf qu'en France, ce n'est pas le cas, contrairement aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. C'est ça. Moi, j'ai fait ma thèse en Angleterre, à l'Imperial College à Londres. Et effectivement, tous mes collègues, quand ils ont eu leur doctorat, moi j'ai eu mon doctorat aussi, je crois que même sur leur carte d'identité, les Anglais, ils peuvent rajouter DR pour docteur. C'est un titre. C'est un titre. En Angleterre, ils aiment bien les titres, hein. Il y a des lords, il y a des sirs, tout ça. Mais il y a aussi docteur, c'est un titre qu'on peut mettre sur ses papiers d'identité, sur sa carte bancaire, etc., etc. Moi, je rentre en France et on me dit surtout ne dis pas que t'es docteur. Je dis ah bon, mais tout le monde le fait à Londres. Ah oui, mais là c'est pas pareil. En France, c'est que les médecins, etc. C'est très très. Et là, je commence à m'enseigner. Je me dis c'est bizarre quand même. En Angleterre, c'est normal et ici c'est interdit. Enfin, je comprends pas. Et là, je commence à m'enseigner et je me rends compte que finalement en France, en fait, il y a une usurpation du titre docteur carrément. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas de réel doctorat. C'est un titre de courtoisie. Ils n'ont pas un niveau de doctorat de 3e cycle universitaire. Même l'INSEE reconnaît que c'est un niveau de master. Donc, on devrait parler de master en médecine et pas du tout de doctorat en médecine. Leur doctorat de recherche n'a rien à voir avec un doctorat leur thèse, je veux dire, leur thèse de doctorat de médecine, ça n'a rien à voir avec une thèse de doctorat de 3e cycle universitaire. Rien à voir. C'est une petite recherche bibliographique, parfois intéressante, hein, je dis pas le contraire. Il y en a sans doute qui font des choses bien. Pas très souvent quand même, mais bon, ça doit arriver de temps en temps. Mais ça n'a rien à voir avec un doctorat. Et c'est par courtoisie, par coutume, etc., qu'on donne ce titre de docteur aux médecins, aux vétérinaires et aux pharmaciens en France. Mais c'est pas comparable avec un réel doctorat, ce que moi j'ai. Moi, c'est un doctorat donc en recherche environnementale. C'est comme ça que ça s'appelait à Londres, Environmental Research. On peut être docteur en plein de choses, hein. Ça n'a pas de rapport avec la médecine. C'est un titre universitaire. Et donc, quand la policière qui me convoque, elle me dit « Oui, vous dites que vous êtes docteur alors que vous n'êtes pas inscrit à l'ordre des médecins », je lui dis « Mais ça n'a strictement aucun rapport. D'ailleurs, tout est expliqué sur mon site web. Parce que l'enquête sur moi qui a valu ma convocation au commissariat a été faite uniquement sur la base de l'impression des pages de mon site web. En aucun cas, ils ont interrogé des clients qui ne seraient pas contents. Enfin, c'est pas arrivé. Personne ne s'est plaint. C'est juste eux qui décident que Jérémy Mercier qui a un site et qui fait l'irrigation du côlon, il nous gêne. On imprime son site web et on va essayer de le coincer sur 2-3 allégations qu'il fait, des allégations que j'explique en fait.
Donc, ils n'ont pas fait l'effort d'aller au bout de l'article où j'explique que ça n'a rien à voir avec médecin. En aucun cas, je me suis prétendu médecin, jamais. Bon, Et bref. ce, et ce titre-là, justement, de docteur, bah, entretient finalement la confusion parce que tous les médecins se posent en experts et donc finalement leur voix, leur dire sont tout de suite accueillis bah, de manière quasi on est là, oui, c'est Dieu qui nous parle quoi finalement. Bah, Donc c'est impressionnant parce hum, qu'on a quelqu'un qui a un titre, bon, hum, docteur, quand même, hein, hum, c'est un titre qui impressionne beaucoup de gens et qui a un titre, qui a une blouse blanche. Enfin, on est dans une expérience de 1000 grammes en fait, hein, quand on va chez le médecin, on s'en rend pas compte. Et donc, eh ben, on va être très facilement influencé, c'est ça. impressionné, on va croire, c'est l'autorité, et donc on va lui faire confiance. Et le médecin, sans le savoir, en plus, c'est même pas conscient, il va utiliser ça en permanence, du fait de son titre, du fait de sa blouse, etc., de tout l'attirail, de tout ce qui est autour et qui va représenter, qui va symboliser l'autorité. Et ça va faire que la personne va être, bah, elle va facilement, oui, faire confiance, penser que ce que dit le médecin, c'est vraiment très important et très intéressant et très intelligent. Il va pas être capable de forcément remettre ça en question. Et donc, moi, j'explique Hum. qu'effectivement, bah, j'ai un doctorat, je suis docteur, et d'ailleurs, je peux dire que je suis docteur sans même avoir besoin de préciser de quoi. C'est contrairement à un médecin qui, lui, doit préciser qu'il est docteur en médecine, parce que c'est pas un vrai doctorat. Et c'est finalement ce qui s'est passé quand le Covid est arrivé, quand ce virus est arrivé, on nous a mis des médecins de plateau dans tous les médias de masse, venir expliquer quel était ce virus, combien il fallait en avoir peur, combien il était il fallait faire attention, prendre des précautions et tout. Sauf que vous, tout de suite, vous êtes dit il y a quelque chose qui ne va pas dans ce discours, il y a quelque chose qui vous a alerté. Alors forcément, on en revient à tout ce cheminement et tout votre parcours de vie. Mais pour la majorité des gens, ben, on l'a bien vu et on va parler hein, de la vaccination, de tout ce qui a été vu ensuite, tout ce qui s'est passé ensuite. Vous, comment cette prise de conscience, finalement, tout de suite, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas et que ces médecins-là enfin, on a même créé un conseil scientifique, là, avec des éminents scientifiques, alors que tout à l'heure, vous nous disiez que les médecins n'ont rien de scientifique. Non. Ah oui, c'est ça. Bah, en fait, moi, quand Covid est arrivé, donc c'était fin 2019, on commençait à nous parler d'une grippe mystérieuse de Chine, etc. Je crois que ça arrivait vers décembre, toute fin 2019. Et quand ils ont commencé à nous parler de ça, je me suis dit, ils nous refont le coup de H1N1, qui est une arnaque monumentale. Enfin, et d'ailleurs, les gens n'étaient pas tombés dans le panneau à l'époque en France, en tout cas. Les gens s'étaient pas fait vacciner, il n'y a pas eu de psychose. Enfin, les médias ont essayé, mais ça n'avait pas marché à l'époque. Et là, je m'étais dit, ils nous refont le coup de H1N1, donc bah voilà, je m'inquiète de rien parce que je sais que c'est une arnaque et que les gens vont pas tomber dans le panneau. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ben, les outils utilisés pour manipuler allaient beaucoup plus loin. Puisque là, il y a eu un discours présidentiel, il y a eu un confinement, il y a eu les applaudissements le soir, enfin, il y a eu plein de choses comme ça qui étaient pas présentes pendant H1N1 et qui ont, en fait, les mesures prises étaient un indicateur de la gravité, en tout cas perçue par la population. Et moi, j'étais resté sur bah, l'expérience précédente en me disant, je vois pas pourquoi il y aurait un nouveau truc. Il y a rien qui me montre qu'il y a un nouveau truc réellement. Et à part si je fais confiance au discours des médias et des médecins de plateau, qui effectivement, tu as bien fait de rappeler, ne sont pas des scientifiques. Et donc, quand ils nous sortent un conseil scientifique, évidemment, c'est pas scientifique pour moi. Un médecin et notamment ces personnalités qui étaient rassemblées dans ce conseil scientifique sont des gens qui sont là pour produire un discours qui va alimenter une propagande. Mais en aucun cas, c'est un discours scientifique. C'est pas basé sur des preuves, c'est basé sur une interprétation complètement erronée de la santé et du corps humain. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, quand il y a eu le discours d'Emmanuel Macron, je crois que c'est le 16 mars 2020, C'est ça. je suis choqué par la grossièreté de la manipulation. Parce que pour moi, c'est évident que c'est une manipulation par la peur, et je trouve ça tellement gros que c'en est choquant. Mais ce qui me choque encore plus après, c'est de voir que les gens ne s'en rendent pas compte.
Et pour la plupart, ils croient, ils me disent non, Jérémy, là tu te trompes, il y a vraiment un truc grave qui se passe, il faut rester chez soi et il faut absolument rester chez soi pour sauver des vies. Et là, je me dis, là, c'est le délire. Et je suis pas tombé dans ce délire. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais très, très isolé. Mais vous êtes isolé et puis vous cherchez aussi à partir en famille, finalement, à C'est ça. quitter la France. Pour quelle raison? Alors, pas tout de suite, parce que bon, de toute façon, c'est le grand n'importe quoi là, en mars, avril, mai 2020. Mais bon, j'ai fait toutes sortes d'expériences. Je me suis dit, ben, puisque il faut enfin, puisqu'on va tomber malade, qu'on va tous mourir, bah, je vais faire l'expérience moi. Donc, je sors le plus possible. Je vais tous les jours faire des courses pour voir comment la société évolue, pour voir comment les peurs rentrent chez les gens, comment ils changent leur accoutrement, pour suivre un peu les pénuries, parce que c'est le moment où on découvre les pénuries avec des rayons vides. C'était incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, je fais toutes sortes d'expériences sociologiques comme ça où je me balade un peu partout. J'arrive pas à tomber malade. Hein. Bon, bref. Et effectivement, à l'été 2020, il y a le relâchement, donc le déconfinement, et puis les gens commencent à porter la couche faciale. Et je suis choqué par ça. J'habite en centre-ville de Nantes à l'époque. On me regarde comme un tueur en puissance parce que j'ai pas ma couche faciale avant qu'elle soit obligatoire. Hein. Avant qu'elle soit obligatoire, les gens me regardent comme un tueur. Hein, et changent le trottoir, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Avant que le masque devienne obligatoire dans le commerce, je me fais refouler d'un Biocop dans le centre de Nantes parce que je voulais pas mettre un masque qui n'était pas encore obligatoire. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Donc là, je me dis, là, je vais pas pouvoir rester longtemps dans ce pays. C'est pas possible. Il faut déménager, j'en peux plus. Et donc, effectivement, je commence à me renseigner. Et au moment où commence à revenir, cette fois, c'est les couvre-feux en septembre-octobre 2020. Après une interview de Senta De Poit, qui est une journaliste belge, on parle ensemble des grosses manifestations qui ont eu lieu à Berlin au mois d'août 2020. Alors, 1 million de personnes, c'est un truc énorme. Eh bien, elle me dit en off à la fin de l'interview, Jérémy, t'es au courant, le prochain confinement en France, ça sera le 28 octobre. Je dis, ah bon, je sais pas, ah non, là je tombe des nues. Je pensais pas qu'ils allaient reconfiner, puisque soi-disant, on avait tous les outils pour éviter un nouveau confinement, à savoir les couches faciales et la distance sociale, le gel hydroalcoolique, etc. Donc à ce moment-là, je suis vraiment très choqué de ce qu'elle me dit. Elle me dit, ah là, j'ai aucun doute, c'est sûr à 100%, j'ai toutes les infos. Puis comme elle était comme super connectée, elle connaissait déjà bien Kennedy Junior, etc. Donc je me dis, bon là, elle sait de quoi elle parle. Donc je lui fais confiance. Et on décide effectivement de quitter la France et on est parti s'exiler en Estonie fin octobre 2020. Et effectivement, à mi-parcours en Pologne, je sais plus si c'était en Pologne ou en Lituanie, à l'hôtel le soir, on voit Macron qui fait son discours et qui annonce un nouveau confinement. Et je me dis, bah, incroyable. 3 jours avant, personne n'en parlait. Hein. Donc c'est arrivé pile au moment qui nous est indiqué par Senta, plus d'1 mois en avance. Et comment vous vivez alors cette période d'être à l'étranger? Est-ce que vous continuez de suivre l'actualité, ce qui se passe en France? Bien sûr, bien sûr. Bah oui, moi, le fait d'être à l'étranger, quelque part, même, j'ai envie de dire, me désinhibe parce que je me sens moins sous pression et j'ai un regard extérieur. Je vois plus facilement peut-être les choses que quand on est la tête dans le guidon je m'amuse. Enfin, je m'amuse. Disons que je prends quand même un certain plaisir malgré tout à décortiquer, critiquer, analyser en permanence ce qui se passe en France du point de vue extérieur et à dire ce que je pense et pas sans filtre mais presque parce que j'ai cette distance là et je me sens moins visé éventuellement par les autorités parce que j'ai quand même ce que j'ai vécu avant. J'ai quand même été convoqué en 2016 par un commissariat de la République française, etc. Donc je connais, je sais à qui j'ai affaire. Je sais que j'ai affaire à des gens qui sont dangereux, qui n'aiment pas la vérité, qui ne sont pas pour la santé des gens et qui collaborent sans aucune limite avec le pouvoir. Donc je sais que j'ai affaire à ça et le fait d'être en Estonie me permet d'avoir une certaine liberté. Une liberté dont je profite énormément. Alors cette période où vous êtes en Estonie aussi, c'est la période où vous vous rendez compte, peut-être, je ne sais pas si un peu plus ou pas du pouvoir des médias et ce qui est finalement le discours qui est servi quotidiennement, parce on a parlé effectivement du discours de Macron, du conseil scientifique, mais il y a aussi ce décompte quotidien des morts qu'on nous affiche comme ça, et c'est ce qui fait que les gens ont peur finalement de sortir Ouais. et qui mettent les masques et qui sont tout le temps avec leur gel hydroalcoolique. Alors, il me semble que ce décompte, c'était
plutôt pendant le premier confinement, donc Oui, au tout mars, avril, début. mai. Oui, au tout Je crois début. qu'ils ont arrêté un moment. Mais effectivement, et ce décompte-là faisait partie des choses qui m'ont choqué et qui m'ont fait... C'était un argument de plus pour que je me dise, ils nous prennent pour des cons et c'est n'importe quoi. Parce que quand on fait un décompte de morts, en plus hyper précis, aujourd'hui 132 nouveaux morts, c'est beaucoup trop précis d'une part, et c'est impossible de dire au jour le jour en fait. Il y a toujours un petit delta entre le moment où un décès est déclaré dans une commune et il remonte au niveau de la préfecture, etc. Ça se fait pas. C'est assez rapide, mais c'est pas au jour le jour, d'une part. En plus de ça, les chiffres qui étaient donnés étaient quand même très très faibles au début. Quand on parle de quelques centaines de morts, c'est rien. Il y a entre 1500 et 2000 morts par jour tous les jours en France, c'est normal. Donc parler de 100 morts, ça ne veut rien dire, c'est bidon quoi. Donc alors quand c'est 100 morts dans un accident d'avion, bah oui, ça il y a aucun doute sur la cause du décès. Par contre, quand c'est des morts, que c'est des gens qui ont un cancer à un stade avancé, que c'est des personnes qui ont 99 ans, etc. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement aucun, enfin, ça veut rien dire quoi. Quelqu'un qui meurt, il meurt de plein de choses à la fois. C'est très dur de dire il est mort que de ça. Même quelqu'un qui meurt d'un cancer, il meurt de quoi? Il meurt de son cancer, de son traitement, d'un truc qui arrive en plus, d'une infection nosocomiale. Il meurt de quoi? C'est pas si simple que ça de déterminer la mort de quelqu'un hors accident ou mort, j'ai envie de dire, évidente. Et c'est là que je me rapproche de Denis Rancourt, qui est un ancien professeur de physique de l'université d'Ottawa, et suite à un article qu'il a écrit sur les masques, dans lequel il démontre que la littérature scientifique explique très clairement qu'ils n'ont jamais montré leur utilité dans le cadre des maladies dites virales respiratoires. Et on commence à regarder la mortalité, à analyser de façon très pointue les statistiques de mortalité. On regarde la mortalité toutes causes confondues, parce que la mortalité dite Covid, il y a un biais énorme, c'est inutilisable. C'est pas une mortalité avec laquelle on peut faire quelque chose. C'est un chiffre qui veut rien dire. Et puis il y a aussi cet aspect où on nous dit il n'y a pas de traitement. Vous êtes malade, prenez du Doliprane. C'est Et ça. puis tous ceux qui vont finalement dire bah si il y a un traitement qui est possible, non, ce sont encore des charlatans. On a vécu Alors, tout ça. Alors là-dessus, moi, je suis pas, j'ai pas la vision couramment défendue par la dissidence. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire que oui, effectivement, c'est complètement débile de dire aux gens prenez un Doliprane et restez chez vous. Enfin, le Doliprane, c'est une molécule très toxique pour le foie, beaucoup trop utilisée. Il y a plein de moyens de se soigner très différents. Je peux citer le chlorure de magnésium. Enfin, il y a vraiment plein de choses, vitamine C, etc. Il y a plein de choses qui marchent hyper bien. Alors, c'est vrai que il y a un professeur marseillais dont je vais pas citer le nom qui a mis en avant une molécule chimique d'un laboratoire pharmaceutique. Ça me gêne quand même aussi, malgré tout. Je suis pas fan de ça, sachant qu'on peut faire très bien avec d'autres choses. Il n'y a pas besoin de passer par ces molécules chimiques de labo. Voilà. Et, euh, et en plus de ça, j'ai envie de dire, mais il n'y a rien de neuf réellement. Enfin, la grippe, c'est la grippe. Après, on peut lui donner un autre nom parce que c'est à la mode et parce que c'est très chic quelque part de dire j'ai le Covid. Moi, je suis quelqu'un de spécial, j'ai le Covid, je suis important. Enfin voilà, je fais partie d'un mouvement de masse. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, un peu narcissique malgré tout. Et moi, je n'ai pas de preuve qu'il y a un nouveau truc qui arrive. Le fait de perdre le goût, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai lu des papiers, vraiment, hein, j'ai lu des papiers écrits par un médecin australien des années 1910-1920, il parlait déjà de ça, enfin, ça n'a rien de nouveau. Donc, après, je pense qu'il y a un effet nocebo qui se rajoute par-dessus. L'effet nocebo, c'est le contraire de l'effet placebo. C'est-à-dire que quand il y a une propagande ou une incitation à être malade ou à tout de suite s'imaginer qu'on a quelque chose de grave parce qu'on a un symptôme, eh bien, on peut quasiment se le créer soi-même, ce symptôme. Le corps a cette puissance-là. Tu parlais tout à l'heure de Joe Dispenza qui a guéri son corps et ses fractures ou ses problèmes de vertèbres par la visualisation, mais par une visualisation négative transmise en permanence par les autorités, on peut se rendre malade. Et j'ai envie de dire même, c'est d'autant plus facile d'être malade qu'on reste chez soi, qu'on sort pas, qu'on fait plus de sport, qu'on est stressé, qu'on voit plus les gens qu'on aime. Bah oui, on se rend malade comme ça, évidemment. Et des personnes âgées meurent dans les EHPAD, notamment parce qu'il y a un syndrome de glissement. Les gens se laissent mourir. On les enferme dans leur chambre en leur interdisant tout contact avec l'extérieur. Évidemment qu'on va les tuer. Donc c'est d'une violence inouïe. Tout ça avec comment dire, des arguments scientifiques complètement bidons. C'est pas des arguments scientifiques, c'est de la merde, ça ne vaut rien. Et donc les gens ont cru à ça, ont soutenu ça, ont cautionné ça, mais ça n'est pas de la science,
c'est bidon. Et quand on regarde les analyses de mortalité, toutes causes confondues, qui est vraiment donc là la mortalité sans aucun biais, le travail qu'on a fait avec Denis Rancourt, Marine Baudin et Joseph Hickey, on se rend compte en gros qu'il s'est rien passé, à part une crise complètement artificielle, liée à d'une part l'engorgement des hôpitaux parce que on ferme tout en disant qu'il faut s'occuper que des gens qui ont Covid, donc on s'occupe plus des autres en gros, donc on les laisse crever, et puis certainement aussi carrément de l'euthanasie des personnes âgées, comme l'a montré Pierre Chaillot et d'autres au mois de mars-avril 2020 en particulier. Bref, on est dans quelque chose de complètement artificiel qui a été créé de toutes pièces. Il n'y a pas de crise sanitaire. Effectivement, il n'y a pas de crise sanitaire, mais après, il y a deux aspects tout de même que j'aimerais souligner. C'est que aujourd'hui, c'est quasiment officiel que le Covid-19 serait sorti d'un laboratoire et qu'il aurait été manipulé. Ça, c'était les premiers mots d'ailleurs du professeur Luc Montagnier. Et puis, il y a aussi les personnes qui souffrent aussi de Covid long. Alors, pourquoi je parle de ces personnes-là? Parce que moi, j'en ai rencontré notamment quand je suis partie aux deuxième rencontre internationale citoyenne à Vierzon, et j'ai rencontré des personnes qui souffrent de Covid long, dont un médecin, et qui m'expliquait quels étaient ces symptômes, et donc c'est vrai que, alors il y a peut-être eu l'effet nocebo pour beaucoup de Français qui avaient un peu cette psychose là du virus. On les a vus, on les rencontrait dehors, même quand ils étaient seuls dans leur voiture et qu'ils avaient le masque. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a eu quand même un virus. Après, quelle était sa force, je ne sais pas, mais il y a cette réalité là en tout cas. Alors, en fait, je parlerai pas de réalité, je parlerai de perception et de discours, encore une fois. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune preuve d'un nouveau virus, ça très clairement, et c'est pas parce que Montagnier a dit des choses que c'est vrai. Il faut faire très attention au discours de tout le monde, en fait. Tout est analysé en permanence. Et nous, donc, on a vraiment fait ces recherches poussées avec Denis Rancourt, mais Pierre Chaillot a fait des choses similaires, on va dire, sur la France et quelques autres pays. On ne voit rien. D'un point de vue mortalité, on ne voit rien à part une crise organisée de toutes pièces. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que personne n'est malade. Il y a tout le temps des gens malades tous les jours. Il y a des grippes tous les ans. Il y a des grippes tous les ans qui vont générer des problèmes longs. On n'appelle pas ça grippe longue, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ça a toujours existé. Tu as des gens, ils font une grippe, et 6 mois après, ils ont encore des suites de la grippe qui ne sont pas parties. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. Et tu as des gens qui ont des fatigues chroniques qu'ils peuvent attribuer à Covid ou à autre chose, peu importe, mais c'est pas nouveau non plus d'avoir des problèmes de fatigue chronique ou de douleurs diverses et variées. Dire que c'est nouveau, c'est une erreur. Et dire que c'est lié à un virus, j'ai aucune preuve de ça. Et même pire que ça, je dirais, c'est que grâce à Covid, j'ai eu l'opportunité et le temps et l'envie de rechercher plus la question de la virologie, et je découvre avec stupeur que la virologie est une pseudoscience, que ça ne tient pas la route, que le raisonnement des virologues ne tient pas la route, que les fondations ne sont pas scientifiques. C'est bidon. Donc, dès qu'on parle de virus, on se plante très certainement parce qu'on n'a jamais prouvé qu'il y avait réellement ces particules nanoscopiques capables d'infecter des cellules et ensuite de se reproduire et de transmettre ça à d'autres. On n'a jamais prouvé ça. Donc, j'ai pas de raison de croire que cette vision-là est juste et vraie. Et donc moi, je remets en question complètement ce discours pour le coup. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'ai pas un discours qui est très commun dans la dissidence. C'est comme ça. Mais c'est la conclusion la plus logique à laquelle je suis arrivé. Ça ne nie pas la réalité de symptômes que certaines personnes peuvent avoir. Par contre, j'éviterai d'appeler ça un Covid long parce qu'en appelant ça un Covid long, je donne de la force à une propagande qui est complètement à côté de la plaque et qui est anti-scientifique. J'ai pas envie d'utiliser le mot Covid pour parler d'une maladie. Je veux bien parler de symptômes. Je veux bien chercher d'où viennent ces symptômes, éventuellement. Mais attribuer ça à un virus, y a un grand écart gigantesque et pour moi qui a jamais été démontré. La grippe, par exemple, c'est quand même un virus, non? On est Eh bien d'accord. non, on n'a aucune preuve de ça. Non, il n'y a pas de preuve, malheureusement. Vraiment, moi, j'ai beaucoup parlé de ça. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Virus Mania, écrit par deux Allemands, Thorsten Engelbrecht, Klaus Köhnlein, qui est lui, il est médecin, Thorsten Engelbrecht est journaliste, Sam Bailey, qui est une médecin néo-zélandaise, et Stefano Scoglio, qui était un chercheur italien. Et ensemble, ils démontrent de façon magistrale que la virologie,
c'est pas bon. Et pour la grippe, il n'y a pas de preuve de virus. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer ce phénomène exactement qu'il faut pour autant accepter un modèle qui n'est pas bon. Le modèle du virus n'est pas bon et ne tient pas la route pour la grippe, très clairement. Et quant à la grippe, par exemple, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est un phénomène, on voit des pics de mortalité tous les hivers dans les latitudes moyennes de l'hémisphère nord. Et la même chose à l'opposé, parce que leur hiver est 6 mois plus tard, dans l'hémisphère sud. Bref. Mais c'est en même temps, ces pics. C'est synchrone partout dans le monde. Donc, c'est pas une histoire d'un truc qui se propage. C'est autre chose. C'est un autre phénomène. Après, on peut essayer de comprendre. Il y a des gens qui font l'hypothèse que ça pourrait être lié, par exemple, au fait que l'hiver, il y a beaucoup plus de particules fines en suspension dans l'air qui sont irritantes. Et l'air est sec l'hiver. L'air est beaucoup plus sec l'hiver que l'été. Les gens ne le savent pas en général, mais c'est une réalité physique. Et donc, on inspirait peut-être plus ces particules fines et ce serait plus donc irritant et on aurait ces réactions de détoxification qu'on appelle la grippe, notamment, par exemple. Ça, c'est une des explications. Il y en a qui parlent de carence en vitamine D, etc., etc. Il y a plein de façons d'expliquer, mais en aucun cas, la théorie virale, même la spéculation virale, n'a été prouvée pour la grippe, ni même pour les autres maladies dites virales. Donc, tout est à voir. Est-ce que c'est ce que vous appelez dans votre livre les divergences intellectuelles, finalement? Alors, non, pas tout à fait. Là, je parle du fait qu'il y a différents types d'arguments, de compréhension. Et ce que je propose, c'est qu'on devrait débattre, et y compris au sein de la résistance, de la dissidence, on devrait pouvoir débattre de ça. Autrement, s'il n'y a pas de débat possible, ça veut dire qu'on est dans le même fonctionnement, j'ai envie de dire, totalitaire, anti-scientifique, puisque la science se construit et avance grâce au débat. Hyper important. Vous S'il n'y a pensez pas qu'on de débat, manque on de est dans la débat? religion. Oui, vous pensez Oh, qu'on manque de débat parmi bien sûr, justement bien sûr. la pseudo-dissidence, on va dire ça. Non, non, euh, c'est même pas une solution, c'est une vraie dissidence. Les gens qui sont pas d'accord. Mais mon impression, c'est que dans la dissidence, il y a un courant qui est trop majoritaire, qui donne beaucoup de crédit à l'hypothèse du virus. Alors, en disant, c'est un truc qui s'est échappé de Wuhan, etc., etc. Et c'est aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, un discours qui devient officiel. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'il est vrai. Pourquoi un discours officiel deviendrait vrai Non. Moi, je pense on nous balade dans différentes choses pour nous contrôler. Et donc, on a baladé les gens en disant oui, c'est une histoire de pangolin et de chauve-souris. Bon, évidemment, c'est grotesque. Et plein de gens ne sont pas fait avoir. Mais je pense que plein de gens se font avoir par le discours consistant à dire ça vient d'un laboratoire de virologie à Wuhan. Évidemment, c'est le coupable désigné dans ce genre d'affaires. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas de nouveau truc. Pourquoi on commencerait à vouloir chercher un nouveau virus? Puisque la question ne se pose même pas, en fait. C'est un faux sujet. Et quand bien même ça serait un sujet, on n'a aucune preuve de la réalité d'un nouveau virus et même pire, des virus tout court. Voilà. C'est là les conclusions. C'est là les conclusions auxquelles on devrait arriver si on a une démarche scientifique honnête et sincère. Et ça pourrait faire même l'objet d'une nouvelle émission d'ailleurs, Jérémy, parce Bien que ça sûr, mais bien sûr. m'intéresse Avec plaisir. d'en connaître plus et de lire justement Alors, moi, les... j'en parle un tout petit peu à la fin de mon livre de cette vision que j'ai qui est pour le coup effectivement divergente de la dissidence, en tout cas du gros de la dissidence, même si on va dire, on appelle ça maintenant, c'est un nouveau terme que j'ai découvert récemment, on parle des virodénialistes. Les virodénialistes. Tu avais les climato-sceptiques, les covido-rassuristes, et maintenant tu Je as les connaissais pas. virodénialistes. D'accord, Et je les connais. virodénialistes sont des gens comme moi, mais je suis pas le seul. Il y a Pierre Chaillot en francophonie qui est aussi connu pour ça. C'est que on s'oppose à la théorie virale. On dit qu'elle ne tient pas la route, qu'elle n'est pas démontrée, et pire, qu'il n'y a pas de démarche scientifique dans cette théorie-là. Donc oui, et je pense que c'est un très gros sujet et qu'il devrait être abordé par tous les gens de la dissidence, ça devrait être débattu. Et aujourd'hui, c'est trop facile de juste discréditer ça en disant ah oui, mais Montagnier a dit ça, le professeur de Marseille a dit ça, etc. Non, ça c'est des arguments d'autorité qui n'ont pas de valeur scientifique. Et nous, on demande vraiment de revenir aux fondamentaux et de vraiment avoir ce sujet-là, le mettre en exergue et puis pouvoir en discuter réellement. Oui, en tout cas, c'est un sujet à creuser. Moi, ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse Avec beaucoup, en tout plaisir. cas. Voilà, ça m'intéresse. Et j'ai fait des conférences l'été dernier à Nantes, en Alsace et en Suisse avec Pierre Chaillot sur le sujet. Mm, mm. Mm.
En tout cas, je vous rejoins quand vous dites qu'il n'y a pas eu de pandémie. Effectivement, il n'y a pas eu de pandémie. On n'a pas eu tant de morts que ça causées par le Covid. Par contre, il y a eu quelque chose de mortifère, c'est la vaccination. Ça, la vaccination, pour le coup, qui a été amenée comme le remède au Covid. Alors, y a pas, j'ai envie de modérer un tout petit peu ça. En 2020, il y a eu une mortalité importante à certains endroits. Pas partout, hein. Il y a des endroits où il s'est rien passé. Il y a des endroits au mois de mars, avril, en plein pic pandémique, on ne voit strictement rien d'anormal en termes de mortalité. Par contre, quand des mesures, comment dire, quand des mesures sociétales importantes comme confiner, enfermer les gens chez eux, fermer les hôpitaux, enfin faire des choses comme ça, quand ça arrive, là, on peut voir dans certains pays des pics de mortalité extrêmement importants et impressionnants, notamment aux États-Unis. On a fait un article là-dessus avec Denis Rancourt, Marine Baudin, en fin 2020, il me semble, sur la mortalité, ou 2021, sur la mortalité aux États-Unis. Et là, on voit des pics très impressionnants. Les mesures politiques pour sauver les gens du Covid ont tué énormément de monde. C'est mesurable. Et donc, c'est une vraie grosse mortalité. Et c'est pas lié à un virus, c'est pas lié à une nouvelle maladie, c'est pas du tout ça. C'est lié au fait qu'il y a une grande partie de la population, une partie en tout cas importante de la population américaine, qui est très fragile, qui est très exposée aux aléas sociétaux. Donc, quand il y a un stress sociétal important imposé par les autorités, il y a des gens qui vont en crever. Parce qu'il y a plein de gens qui dorment dans la rue, il y a plein de gens qui vivent très chichement aux États-Unis. Voilà. Et donc ces gens-là vont être particulièrement vulnérables à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont répertoriés comme handicapés mentaux graves aux États-Unis aussi. Donc ces gens-là vont être très très sensibles à ce genre de choses. Bref, donc il y a une mortalité accrue et on a fait une corrélation. On a vu des corrélations importantes avec l'obésité ou la pauvreté. Voilà, en 2020. 2021 arrive effectivement le vaccin et là aussi on voit des pics de mortalité concomitants avec des campagnes de vaccination. Donc il y a un lien effectivement très fort qui n'est pas entièrement dû à la toxicité du vaccin, mais aussi au stress sociétal imposé par les campagnes de vaccination. Parce que quand on impose le vaccin, eh ben, on retire des droits aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, par exemple. Et donc, eux aussi peuvent mourir à cause des droits qu'on leur refuse, du fait que ils aient plus le droit de sortir de chez eux ou qu'ils soient enfermés dans leur chambre, dans un EHPAD ou je ne sais quoi, ce genre de choses. Eh ben, on va aussi accélérer la mort de ces personnes-là. Donc, c'est un ensemble en fait. Et ce qu'on montre avec Denis Rancourt et voilà toute notre équipe, c'est que les campagnes de vaccination, dans l'ensemble, mais c'est pas lié que à la toxicité, ont tué à peu près 17 millions de personnes. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Sans compter les effets secondaires. Alors là, parce qu'il y en a aussi. Il y en a aussi des effets secondaires. On a regardé vraiment que la mortalité. On est vraiment que sur la mortalité, mais effectivement, il y a les effets secondaires et beaucoup de gens connaissent ou sont même victimes eux ou connaissent des gens autour d'eux qui ont eu des effets secondaires suite à la vaccination. Mais je veux mettre un tout petit truc, un petit bémol là-dessus, c'est que ça veut pas dire que ces nouveaux vaccins sont hyper dangereux ou beaucoup plus dangereux que ceux d'avant. Parce que ce qui est nouveau, c'est qu'on vaccine autant et autant de monde. D'habitude, les gens on va dire, entre 20 et 60 ans ne se font pas vacciner d'habitude. Il n'y a pas de vaccin. C'est au-delà de 65 ans, les gens commencent à faire un peu la grippe, mais en France, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais c'est peut-être 20-25%. C'est pas tout le monde qui se fait vacciner contre la grippe. Alors ça peut-être, je me souviens plus trop des chiffres. Mais en tout cas, là, tout d'un coup, c'est une part importante de la population qui se fait vacciner pas une fois, mais 2, 3, 4 fois. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, c'est vraiment nouveau. Et donc là, on voit des phénomènes de mortalité nouveaux qui apparaissent et des effets secondaires. Enfin, indésirables, en tout cas des accidents vaccinaux. D'ailleurs, j'ai une filleule, donc je suis en contact avec une femme, Valérie Djouba, avec qui je commence à échanger et qui elle-même a subi des graves troubles de santé à cause du vaccin Pfizer. Et donc, on va sans doute faire des choses ensemble. Elle va pouvoir témoigner de ce qu'elle a vécu. Et donc ça, c'est une réalité. Mais les anciens vaccins aussi. Donc je parle de vaccins qui n'ont rien à voir, hein. Donc la grippe, les vaccins, j'imagine, oui, les grands classiques. Ouais, tous ces grands classiques-là. Mais tous ces grands classiques-là aussi
ont des effets indésirables et des personnes qui en souffrent. On avait eu, après l'hépatite B, on a eu plein de gens qui se sont Bien sûr. plaints de sclérose en plaques liée Sclérose à en plaques. l'hépatite B. Ouais. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et même pire, c'est quand je me renseigne, et là je suis allé à fond sur l'histoire de la vaccination, et je pense même que je vais écrire un bouquin dessus tellement c'est incroyable, c'est que depuis le début, c'est connu depuis le début de la vaccination, depuis Jenner, donc c'est Thomas Jenner, celui qui a commencé à populariser la variolisation, puis après la vaccination, fin du 18e siècle, depuis le début, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne repose sur rien. C'est comme la virologie. C'est une escroquerie monumentale, la vaccinologie. Donc c'est pas nouveau. C'est pas le vaccin Covid. Ah, celui-là, c'est pas un vrai vaccin, machin. Non, ça a toujours été comme ça. Alors, comment on fait quand on a des enfants, justement, et que le médecin, puisque le médecin se pose en scientifique, tout à l'heure, vous l'avez dit en tout début de cet entretien, avec sa blouse blanche, il est là, il est autoritaire et tout. Comment on fait pour refuser la vaccination? Alors là, c'est extrêmement compliqué. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo avec Sophie Guillot en janvier ou février, là, donc une lanceuse d'alerte sur la santé et les vaccins en particulier. Et malheureusement, la France a une démarche complètement totalitaire et charlatanesque euh, en matière de vaccination. On est la patrie de Pasteur. Donc, on est passé de 11 vaccins obligatoires à 12 ou 15, ça dépend comment on compte, au mois de janvier. Donc, ça empire. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de choses qui indiquent qu'on va dans une amélioration. On va plutôt dans le sens d'un empirement, une société de plus en plus violente et un État qui est là pour attaquer et asservir et s'assurer la soumission de ses citoyens. C'est ça qui se passe en fait aujourd'hui. Donc, c'est très difficile d'échapper à ça. Il y a des combines. Je laisse les gens être imaginatifs et trouver ce qui fonctionne. En tout cas, c'est possible de trouver des moyens, mais il faut être imaginatif. Quel est l'avenir de la santé, selon vous, en France? Ben, tout dépend de ce que les gens, ce que les gens vont réaliser, vont comprendre et vont réussir à mettre en application. L'État aujourd'hui fait le maximum pour s'assurer la soumission des gens via la vaccination, comme j'ai dit, via une obéissance ou une croyance envers le bien fondé d'approche médicale, etc. Donc c'est compliqué. Euh, tout n'est pas acheté hein, dans la médecine, je l'ai dit, notamment en traumatologie, il y a des choses extraordinaires qui sont faites, en urgence aussi. Mais ce qu'on voit, c'est que le système de santé, enfin les rares parties du système de santé qui sont à peu près utiles, sont détruites par l'État de façon tout à fait consciente. Hein. C'est pas des erreurs, c'est pas des problèmes de budget, c'est fait consciemment depuis une vingtaine d'années de vraiment détruire et vraiment à grands coups de marteau, ils cassent tout quoi, en appelant ça des réformes, des améliorations, etc. Mais bon, ils détruisent vraiment les choses qui fonctionnaient. Et moi, ce que je trouve intéressant malgré tout là-dedans, c'est que euh, ça devrait pousser chacun à devenir plus souverain de sa santé. En fait, quand on voit que le système s'effondre, que le médecin devient une personne très dangereuse, la plupart des médecins sont extrêmement dangereux. Ils en sont même pas conscients. Autrement, ils ne feraient pas ça, la plupart. Enfin, sauf quelques psychopathes, il y en a toujours. Mais la plupart, s'ils se rendaient compte du tort qu'ils font à la santé, ils ne feraient pas ça. Mais ils n'en sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas les outils intellectuels pour remettre en question leur démarche. Donc, ils continuent. Ils continuent à vacciner, ils continuent à prescrire des dépistages de cancer des dépistages complètement bidons que j'ai dénoncés plusieurs fois aussi. Bref, donc ils font des choses anti-scientifiques charlatanesques en pensant que c'est de la science. Voilà. Donc il faut, pour moi, apprendre à être en bonne santé. Comment on fait? Et il y a plein de choses que moi j'enseigne et d'autres aussi enseignent. Et il y a énormément de choses qui fonctionnent. Quand on s'alimente correctement, quand on sait quoi faire de ses émotions, quand on fait, quand on a des outils de santé naturelle à disposition qui sont pas forcément compliqués. Je recite encore le chlorure de magnésium ou la vitamine C comme plein d'autres choses. Eh ben, j'ai envie de dire, on est paré pour énormément de problématiques, énormément. Après, peut-être que certaines urgences, on ne pourra pas gérer seul, mais la plupart des choses, on peut gérer tout seul, sans difficulté. Moi, je suis pas allé voir de médecin pour ma santé depuis, je sais pas, depuis 2006, je crois que de 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Et parce que qu'est-ce qu'il va me faire le médecin? Enfin, rien. Il n'est pas compétent en santé. Il n'est pas compétent en santé. Je répète ça. Un médecin ne connaît pas la santé. Il connaît la maladie, il connaît les protocoles autour de la maladie, mais il ne connaît pas la santé. Donc la santé, c'est quelque chose qui est sous notre responsabilité, et c'est à chacun, je pense, de devenir plus indépendant et autonome vis-à-vis de sa santé, et plus remettre cette responsabilité
aux autorités de santé, aux médecins, etc., etc. Sauf urgence où on ne sait pas faire, et puis là, bon voilà. Mais on peut apprendre soi-même plein de choses, et je pense que cet apprentissage-là est libérateur, et va nous aider à progressivement sortir de ce totalitarisme sanitaire qui marche parce qu'on est ignorant jusqu'à présent, trop ignorant en tout cas. Donc il y a du positif. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent ah oui, je mets 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le médecin. J'ai envie de dire bah c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que ben je pourrais pas avoir le petit médoc qui aurait masqué le symptôme, mais c'est génial parce que ça peut m'aider à peut-être justement devenir souverain de ma santé, donc c'est extraordinaire. Voilà. Tout dépend de comment on interprète ce qui nous arrive, quoi. Merci Jérémy, merci effectivement. Reprendre notre pouvoir, et ça il faut le reprendre dans plusieurs secteurs d'ailleurs, pas qu'en santé, voilà, reprendre notre pouvoir, c'est ce qui va nous libérer. Merci beaucoup Jérémy, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Quand les masques tombent, je ne crois plus aux vérités officielles et je vais bien. Merci de le montrer. Il y a un petit cadeau dedans. Oui, il y a un cadeau, oui. On va pas le dire. On va pas le dire, on va pas le dire. Un petit cadeau très utile. Je n'en dirai pas plus. Voilà, je me tais. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Merci et à bientôt. Merci, au revoir.